Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal. Lundi 6 octobre, merci de débuter la semaine en notre compagnie. Le député Bouanali Saïd nous accompagnera tout au long de cette édition. Bonsoir. Bonsoir. Nous reviendrons avec vous sur l'actualité, à savoir ce premier atelier pour lancer les travaux autour du document stratégique Mayotte 2025. Ce sera juste après les titres de la journée. Les semaines passent et se ressemblent pour les jeunes écoliers mahorais. Ce matin, une trentaine de parents d'élèves ont bloqué l'école primaire T12 de Kaweni. Ce n'est plus la réforme des rythmes scolaires qui est mise en avant, mais l'insalubrité des locaux. Les parents dénoncent également l'absence de collation pour leurs enfants, alors qu'ils ont reversé des sommes à la mairie de Mamoudzou. Hier, les Mtsapérois ont répondu présents pour la réunion du comité de sécurité de quartier. Excédés, les habitants veulent prendre les choses en main et ne veulent plus laisser des fauteurs de troubles faire la loi. Le groupe est organisé. L'objectif de leur réunion est de faire la liste des personnes qui composeront le comité des gardes de nuit. Et puis, plusieurs semaines plus tard, les associations se mobilisent toujours autant pour venir en aide aux familles victimes des règlements de compte entre Kaweni et Majikavo. Des dons alimentaires ont été remis à l'association des jeunes talents de Mayotte ce samedi. Des jeunes qui se sont chargés de les distribuer aux familles du quartier d'Isma à Kaweni. Je vous le disais en titre, l'école primaire T12 de Kaweni a une nouvelle fois été fermée ce matin par les parents d'élèves. Cette fois-ci, la réforme des rythmes scolaires n'est pas en cause, même si elle est toujours présente en toile de fond. La contestation venait de l'établissement. Un état déplorable, indiquent les parents. À cela s'ajoute la distribution des collations scolaires qui ne sont pas distribuées depuis le début de la rentrée scolaire. Regardez plutôt ces images d'Abbas Alidi. L'école primaire T12, cadenassée par des parents excédés. Ils préviennent, ils ne partiront pas de là tant qu'ils ne seront pas entendus par les élus de la mairie de Mamoudzou. De la ferraille partout, des toilettes hors service, pas d'entretien des locaux, pas de femmes de ménage, pas de surveillance. Les doléances des parents ne s'arrêtent pas là. La mairie, wanatuan kasibo la gute wasider tomar kiatu da goni rununule wanatu zgute wabingi malikoli waisha da goni rwafanye shintu wale neder livi marke la mairie baner paramakini rikesi da goni rfanye hazatu na wanatu wasila likoli babolo je pari hanamba harina likoli ata duzini hunu wanasa wastambi haizintongo pia. Trop c'est trop pour ces parents d'élèves, et même si la police surveille l'évolution de la situation de très près, les représentants espèrent un rendez-vous rapide avec la municipalité. Wala tisi wanana mtu wala tisi menya shintu bentongo nita shiao nitade zaki za wana watu ziparuhani na vandra balavani na kazi ntongozo kazafanyisha na mkesura mbakarto bwa mlongo mana kamtojo nambiamba titojo ambilamba bwa mlongo nasir sujofanya wana wangie no neka wana wao zintuzo kazafanywa rabalavani wana wao kawatongia vavo. Encore une semaine où le quotidien des élèves est perturbé. Pour le moment, les parents indiquent qu'ils vont laisser leurs enfants à la maison. Et on rappelle que 70% des écoles n'ont pas l'agrément de la commission de sécurité. Par ailleurs, malgré nos nombreuses sollicitations, la mairie de Mamoudzou ne s'est pas encore exprimée. Député Bouanali, une situation critique pour les élèves en 2014 à Mayotte. Est-ce acceptable ? Non, cette situation effectivement n'est pas acceptable, mais j'ai toujours dit que face à ces types de situations, il faut privilégier la prévention. C'est-à-dire que longtemps en amont, les collectivités locales doivent se réunir avec les associations dans les villages, et y compris associations des parents d'élèves, autour de l'école pour faire de la prévention, réfléchir ensemble sur comment on construit l'école. L'école au sens de la citoyenneté, mais également l'école au sens du matériel. S'il n'y a pas cette
continuité de service, cette continuité de réflexion, cette continuité de médiation, on arrivera forcément à ce type de situation. Donc c'est regrettable. Mais c'est comme ça, on ne peut rien faire. Non, il faut toujours mettre l'accent sur le fait de demander à ce que les communes se rapprochent des associations, puisque là, il parle de la distribution de la collation, il parle des moyens financiers, il parle d'une organisation. Donc, pour pouvoir faire de la bonne organisation, il faut privilégier le dialogue social avec les parents, avec les associations, avec l'État naturellement. Tout ça, il faut constituer une forme de gouvernance, d'accord, de proximité pour prévenir ce type de situation. Ils ont raison de bloquer l'établissement de leurs enfants? Non, on ne peut pas dire qu'ils ont raison de bloquer l'établissement des enfants, puisqu'il s'agit de faire amener les enfants à l'école. Mais s'ils sont excédés de la sorte, c'est qu'il y a bien une raison. Je pense que ces gens-là ne haïssent pas leurs enfants. Au contraire, vous avez vu l'état de l'insalubrité, si vous voulez, de cette école-là. Parfois, on comprend la demande de ces parents-là. Donc, il faudrait que les collectivités locales, même le département et l'État, aillent voir ces personnes. Même nous aussi, moi, je pense qu'il faudrait que tout un chacun soit disponible. Moi aussi, je ferai nécessaire pour aller les joindre et puis comprendre, pour voir comment on peut les aider au mieux, le plus possible, quoi. Voilà. Et décidément, l'éducation qui est donc au cœur de l'actualité, puisque un mouvement de grève se prépare pour demain, l'UNSA d'un côté et une intersyndicale SNES-FSU, CGT Éduc Sud et FO de l'autre. Demain, la grève des enseignants du second degré sera divisée en deux clans, et ce, malgré des revendications quasi identiques. Les explications de Camille Leca. Après des semaines d'incertitude autour de l'évolution du statut des enseignants du second degré, les syndicats ont tous tranché. Il y aura grève demain, mais chacun de son côté. Une intersyndicale a été formée par le SNES-FSU, la CGT Éduc, Force ouvrière et Sud. L'UNSA, lui, fera cavalier seul, et ce malgré ses tentatives de rapprochement. Nous, de toute façon, on a fait une proposition à l'ensemble des organisations syndicales. Nous verrons ce qui va se passer demain. Pour l'instant, nous n'avons pas d'informations là-dessus. Nous espérons évidemment être unis sur cette question, de sorte que nous ayons plus de poids. C'est dans l'intérêt de tous. L'UNSA a été le premier syndicat à appeler à la grève le 30 septembre dernier. Le SNES-FSU a lui pris sa décision le lendemain et a été suivi par la coalition CGT, FO et Sud. Du côté du FSU, on justifie cette séparation dans l'appel à la mobilisation. Il n'y a pas de mobilisation effectivement entre l'UNSA et l'ensemble des autres syndicats qui sont réunis. Sur le fond, il y a effectivement un accord. C'est toujours ce que je vous ai précisé avant, l'absence de tenir les promesses. Voilà. Il s'agit plus de forme. Effectivement, l'UNSA ayant décidé, sans consulter au préalable les autres syndicats, de faire grève le 7, bon, il était un peu difficile à partir de là de faire quelque chose au niveau du mouvement totalement unitaire. Sur le papier, les revendications de tous ces syndicats sont bien identiques. Tous dénoncent le flou total qui règne autour du nouveau calcul des retraites, des promesses faites sur le respect du décret de 1996, ainsi que sur les différents aspects financiers du nouveau statut, ou encore sur la conservation ou non de l'académie d'origine. Pour la CGT Éduc, même si là encore une division entre les organisations est justifiée, la priorité reste la force de mobilisation. Il y a toujours quelque chose avec eux qui coince dans une plateforme de revendication commune. On l'a vu l'année dernière pendant le mouvement social. Bon, c'est leur droit de choisir de faire cavalier seul. Nous, on pense à la CGT Éduc, que l'union fait la force, hein, on l'a toujours pensé, et que même si parfois il y a des petites analyses qui sont un petit peu différentes, en gros, on est d'accord sur l'essentiel. Demain, 2 rendez-vous sont donc fixés dès 8 h. Le rassemblement de l'UNSA est attendu impasse de la préfecture et celui de l'intersyndicale, place de la République.
Et puis sachez qu'une rencontre entre les syndicats et le vice-rectorat est prévue à l'issue de la mobilisation. Nous y reviendrons bien évidemment dans notre prochaine édition. Pendant ce temps, les propos tenus la semaine dernière par l'un des représentants du SNES sur le statut des contractuels a beaucoup fait réagir. Je vous propose d'écouter cet ancien contractuel, instituteur aujourd'hui, qui s'est dit choqué, ainsi que le porte-parole de FSU Mayotte. Ces propos m'ont sidéré. Je suis vraiment indigné par ces propos venant des responsables syndicaux surtout, qui montrent du doigt ses collègues qui sont quand même, ce sont des contractuels, mais ce sont des contractuels diplômés, qui ont fait des études supérieures. Certes, ils ne sont pas formés, mais c'est pas de leur faute aussi s'ils ne sont pas formés. Pourquoi ce responsable syndical vient ici à la télévision pour les traiter de profs d'occasion, de profs de rencontres. Donc c'est vraiment indigne d'un responsable. Il ferait mieux, ce responsable-là, de faire comme dans le premier degré, où le SNUPP, par exemple, a milité pour que les non-titulaires soient titularisés par voie de concours. Et donc, il ferait mieux de faire ça que de venir à la télévision dire que le travail qu'ils font n'est pas correct. La FSU tient, et je dis bien en tant que la FSU, au niveau même national, qui regroupe aussi bien le SNUPP que le SNES et le SNEP, sur les contractuels, a une position très claire. Il est vrai que Mayotte a la particularité d'avoir besoin d'un grand nombre de contractuels. Ces personnes-là sont absolument nécessaires pour l'académie. Elles ont souvent un statut qui est difficile et nous les soutenons totalement. Le statut de ces contractuels, effectivement, sont des gens qui sont plus faiblement rémunérés, je dirais. Et je voudrais préciser que dans les derniers moments de lutte, le SNEP, comme le SNES et comme le SNUPPSI, nous nous sommes battus pour que ces contractuels soient en plus indexés, chose qui est tout à fait particulière à l'éducation nationale et qui n'existe pas forcément dans les autres professions contractuelles de la fonction publique à Mayotte. C'est pour dire comme quoi nous nous attachons à défendre les contractuels fermement par rapport à leur statut. Hier, les Mtsapérois ont répondu présents pour cette nouvelle réunion du comité de quartier. Le comité qui souhaite travailler avec les autorités chargées de la sécurité publique et semble décidé à faire du quartier un lieu paisible et fréquentable. Ils étaient nombreux à faire entendre leur ras-le-bol. Les images sont signées Shakila Issouf. Jeunes, moins jeunes, les Mtsapérois étaient venus nombreux pour montrer leur détermination à lutter contre l'insécurité dans leur quartier. Suite à plusieurs cambriolages, ainsi que plusieurs dégradations de véhicules, la population barricadée chez elle se rebelle contre toutes ces attaques. L'appel lancé par le comité de pilotage des villageois semble avoir été entendu. Plusieurs représentants des différentes communautés se sont exprimés. Ils auraient demandé de parler à leur entourage pour que chaque parent et chaque jeune comprennent que désormais, personne n'entrera plus chez les gens en toute impunité. Les forces de l'ordre, ils font ce qu'ils peuvent. Mais on sait qu'il y en a qui disent qu'il n'y a pas de... La suite n'est pas favorable, en tout cas, à un citoyen lambda. Mais la suite est favorable toujours aux voyous, aux délinquants. Donc justement, nous allons proposer au parquet, au juge des enfants, des solutions qui, ne serait-ce par exemple de faire nettoyer ces enfants-là dans les quartiers. Et puis si maintenant les moyens pour les surveiller n'y sont pas là, nous on peut se mettre à disposition pour surveiller ces jeunes. Cette semaine, plusieurs groupes de 6 personnes vont faire des patrouilles dans leur quartier et commencer à parler aux jeunes, mais surtout aux fauteurs de troubles. Connus, certaines familles vont être sommées de quitter le quartier. Le comité commence à prendre contact avec les propriétaires. Vendredi, le comité va rencontrer les autorités chargées de la sécurité publique. Des comités de sécurité dans les quartiers, bonne ou mauvaise idée ?
Oui, ce sont de très bonnes idées. Hein. Je pense que depuis presque un an, j'essaie de faire comprendre aux gens qu'il appartient au quartier et aux associations de quartier de se mobiliser pour mettre en place des dispositifs de surveillance. Ça s'appelle de la tranquillité publique et et cela relève d'une politique publique. Mais en fait, l'État semble être focalisé autour de l'insertion, rien que sur l'insertion, alors que ces médiations sociales, ces médiations dans ces quartiers sont aussi une nécessité. Mais il faut s'organiser, c'est-à-dire que ce sont des associations qui font des recrutements. Moi, je suis disposé à donner des coups de main pour que l'on voit le jour ce type d'exercice, parce que on ne cessera de dire que les habitants dans les quartiers peuvent aussi prendre en charge ce type de médiation, de surveillance, de la mise en salubrité des quartiers, de création d'activités. C'est d'ailleurs les notions de régie. Et je pense que là-dessus, aujourd'hui, ils se sont réunis. Maintenant, il faut prévoir des actions continues dans le temps qui perdurent de façon permanente, de façon à ce qu'effectivement la tranquillité revienne, parce que ça a été fait à Mtsapele, mais normalement, ça devrait être fait dans tous les territoires de Mayotte. Pourtant, il ne s'agit pas d'association, il s'agit bien d'une mobilisation spontanée d'habitants excédés. Oui, tout à fait. C'est une mobilisation spontanée. Maintenant, il faut rentrer dans un aspect plus permanent et construire rationnellement. Voilà. C'est juste cette transition qu'il faut. Ce n'est pas inquiétant quand on entend qu'on va faire une espèce de chasse à l'homme, puisqu'on indique qu'on va aller voir des familles pour leur demander de déloger certaines personnes qui occupent des terrains. On n'empiète pas un peu sur les plates-bandes des autorités publiques? Non, mais ce que j'étais en train de dire aujourd'hui, c'est que si on est organisé, on fixe un système de partenariat avec les collectivités locales, c'est-à-dire les communes, avec les autorités judiciaires, avec la police nationale, avec les entreprises, de façon à bien réguler le mécanisme. Ça se fait, il y a une très bonne initiative maintenant, il faut que les autorités publiques accompagnent. C'est ce dispositif d'accompagnement qui pérennise le droit, le devoir de chacun, de façon à ce que les gens puissent se sentir respectés dans leurs droits, dans leur dignité, mais également que les familles aussi puissent se sentir tout à fait tranquilles. Vous avez entendu la dame qui s'est fait cambrioler des bijoux. Combien de dames se sont-elles fait cambrioler de la sorte? On ne peut pas faire la décompte aujourd'hui parce que il y en a tellement, sauf que celle-ci a réussi à se manifester. Il faut construire de la médiation et c'est de la politique publique. Cela relève de l'autorité de l'État, de la collectivité locale, des collectivités locales en partenariat effectivement avec des associations pour sortir effectivement de cette spontanéité. Vous, aujourd'hui, vous êtes prêt à soutenir, investir matériellement, financièrement auprès de ce comité? À soutenir et à investir, si vous voulez, matériellement, s'il le faut, financièrement, parce qu'il faut recruter des jeunes qui ont de la compétence. Il faut former ces jeunes-là à la médiation, c'est-à-dire aller voir ces familles, aller alerter et dire le devoir de chaque enfant, faire le lien avec les communes, les mairies, faire le lien avec la police nationale. Je suis disposé, puisque depuis un an, je ne cesse de le dire, sauf que maintenant, les gens aiment la spontanéité, il faut rentrer dans la permanence. Ça, c'est un travail de bureau, d'administration. Bon, on rentre dans la transition, il faut le faire avec un certain nombre de conscience, un certain nombre d'applications, surtout de la formation. Merci beaucoup, député Bonali Saïd. Dans l'actualité également, ces associations qui continuent à se mobiliser pour venir en aide aux familles victimes des règlements de compte entre Kawenni et Majicavo. Des dons alimentaires ont été remis à l'association des jeunes talents de Mayotte ce samedi. Des jeunes qui se sont chargés de distribuer aux familles de quartier d'Isma à Kawenni. Reportage de Shakila Issouf et Fred Souleymana.
Plus de 100 kilos de riz ont été remis à l'association des jeunes talents ce samedi. Depuis le début des violences, ces jeunes se sont mobilisés pour récolter des fonds auprès des entreprises pour acheter des denrées alimentaires. Le lieu est symbolique. À 9 h ce matin, des anonymes particuliers et des associations malgaches se sont cotisés pour remettre ces provisions aux familles. On a envoyé une équipe sur place pour relever à combien de familles. Donc on nous a dit qu'il y avait 16 familles à Disma. Donc on a dit ok, on a pris un sac de riz, une boîte de lait, des trucs comme ça, des savons, machin. On a mis à chaque fois on mettait dans un sac. Donc après on est parti là-bas, on appelait les familles, vous avez combien d'enfants, machin et tout. Ils venaient récupérer son sac et puis ils repartaient. Les vêtements sont stockés, les produits de première nécessité sont mis dans un camion jusqu'à Kaweni. Les jeunes se sont organisés pour partager tous les dons. Même si les associations se sont mobilisées pour venir en aide aux victimes, il manque des dons en matériel de construction. Ils sont encore nombreux à être hébergés et dépendants de la générosité des Kaweniens et des habitants de Majikavo. On a l'école T6 de Kaweni, enfin T6, T9 et T17 de Kaweni et aussi l'école de Kavanistad. Ils ont donné des vêtements, ce qu'il y avait des vêtements et tout. Après il y a aussi l'entreprise Angalia et il y a aussi l'association malgache qui ont participé aussi. Ils ont fait des courses, tout ça. Donc ils nous ont donné, on les a rapportés là-bas. On a fait une lettre. On l'a ramené à l'entreprise Moussada. On l'a déposé là-bas. On a amené aussi au dépôt de Sodifram. Donc on a été bien reçus. Ils nous ont proposé beaucoup de choses. Plus d'une vingtaine de jeunes étaient présents. Ainsi, hier, un état des lieux a été fait à Majikavo pour trouver des référents pour que ce matin, une distribution de dons soit faite aussi aux familles à Majikavo Koropa. Bonali Saïd, encore une fois, la spontanéité et la générosité de la population fait avancer les choses. Oui, la spontanéité et la générosité, la solidarité font avancer les choses, c'est très bien. Mais encore une fois, il faut le répéter, il faut qu'il y ait des dispositifs continus stables. Ils n'existent pas pour le moment. Qui n'existent pas, ce qui est à déplorer, parce que les gens ont tendance à attendre en période électorale pour dire ce qu'ils seront capables de le faire. Maintenant, après les élections, il faut continuer à travailler. Mais l'État aussi a son rôle à jouer, un rôle moteur dans la construction, si vous voulez, des politiques publiques en direction de ces familles. Il faut le dire à haute voix, puisque jusqu'ici, l'État fixe des grands repères, et utilise des grandes institutions qui sont rodées, mais oublie que dans ces familles-là, il faut aller avec les collectivités locales, avec le département. Notre département a un rôle essentiel à jouer également dans ces politiques publiques. Il faut de la coordination, il faut qu'il y ait une convergence, si vous voulez, en matière de vision, d'ambition, de construction de la société civile. Voilà ce qui est déplorable. C'est très bien ce que les gens font, c'est très bien cet élan de générosité, mais il faudrait qu'il y ait une forme d'administration de la société, y compris auprès des familles qui sont très démunis. On a vu les médiations se faire, mais après, maintenant, tout le monde a oublié qu'il y a eu un problème à Kaweni. Et maintenant, les médiateurs, il faudrait qu'ils reviennent, qu'on s'assoie autour d'une table, autour d'un comité de pilotage, comment on fait, comment on avance progressivement pour trouver des solutions aux problèmes qui sont posés à la suite de la situation de Kaweni. Merci beaucoup. On en vient maintenant à cet accident de la circulation qui a eu lieu hier en début de soirée à Mgombani sur la route nationale 2. 2 blessés ont été pris en charge par les pompiers. Les chauffards responsables de la collision a pris la fuite. Retour sur les faits avec Camille Leca. Sur les coups de 19h30, les habitants du quartier de Mgombani se rassemblent au bord de la route nationale 2. Une voiture vient de percuter un scooter. Le conducteur du 2 roues et son passager ont été éjectés. Un des témoins nous a raconté la scène.
En fait, il y avait une voiture qui était devant et l'autre voiture il était derrière. Donc là, le scooter il descendait. Après la voiture qui était derrière, il dépassait l'autre voiture devant. Donc c'est là qu'il a dérapé, il a tapé le scooter. Selon d'autres témoins, le chauffeur de la voiture, responsable de la collision, aurait promis de faire demi-tour au rond-point pour ensuite venir en aide aux blessés. Mais il s'est enfui avant l'arrivée des pompiers et de la police. Une enquête a été ouverte ce matin pour retrouver le chauffard. Selon les forces de l'ordre, les 2 personnes éjectées du scooter ont rapidement été soignées et souffriraient aujourd'hui de blessures légères. Rappelons que cette portion de RN2 est réputée dangereuse à cause de nombreux accidents. Les automobilistes sont donc appelés à la plus grande vigilance. Mayotte fêtait hier l'Eid el-Kabir, une journée de partage et d'amour. En Petite Terre, le service culturel de la mairie de Dzaoudi l'Abattoir a organisé une manifestation en collaboration avec l'association de la commune. Plusieurs ateliers étaient proposés aux Petits Terriens. C'est ce qu'ont pu constater Shakila Issouf et Fred Suleiman. Ce matin-là, plusieurs élèves des madrassas et des écoles coraniques ont récité le Coran pour le plus grand plaisir de leurs parents et des Fundis de 8h à midi. L'après-midi s'est tenue la partie culturelle de la fête de l'Aïd. L'ambiance était au rendez-vous, au son des musiques traditionnelles. Toute la journée, les mamans ont valorisé et mis à l'honneur le patrimoine de la culture mahoraise. Habillées de salouva, les hôtesses d'accueil ont une nouvelle fois fait bonne impression et tenu à ce que le public se sente comme chez eux. Les artisans de la Petite Terre étaient aussi valorisés. Une journée de l'Aïd el-Kabir qui s'est terminée avec du mchogoro. Le rendez-vous pour l'année prochaine est déjà pris. Voilà, et puis sachez que certains ont bien évidemment fêté l'Aïd samedi. Je me retourne vers vous, Wanali Saïd, pour revenir donc sur cet atelier de travail intitulé Développement économique, le grand lancement donc de ces travaux autour du document stratégique Mayotte 2025. De quoi est-il question exactement? Alors, il s'agit, concernant ces ateliers, de s'inscrire dans une ambition qui est de faire du développement de Mayotte un développement à peu près cohérent d'ici 2025, voire même au-delà, si on dit que ce calendrier est rétréci. Si vous voulez, le développement économique l'atelier va se situer autour des échanges sur les problèmes liés aux infrastructures, le port, l'aéroport, le transport, la question de l'énergie, les questions liées à l'emploi, les questions de développement des filières, l'agriculture, la pêche, l'aquaculture, les questions liées à l'insertion, aux entreprises, au soutien aux entreprises et au développement, à la création de ces entreprises et notamment tout ce qui concerne la protection des consommateurs. Nous avons ajouté, nous autres, la question de l'économie sociale et solidaire. Pourquoi? Parce que nous pensons que les familles dans les villages doivent bénéficier d'un cadre d'emploi, dite insertion par l'économique, pour constituer une véritable projection. D'ici 2025, il faut que Mayotte se développe. On parle également de la coopération régionale. Je prends un exemple très simple. Le port de Mayotte doit être un port moderne qui puisse ravitailler, y compris la zone. Donc, il nous faudra accueillir des bateaux. Il nous faudra faire un échange avec la région, un échange qui profite à l'emploi, qui profite à l'économie de Mayotte. En 10 ans, ça va être possible. Tout ce dont on parle, vu le retard qu'accumule Mayotte, vu tout ce qu'il y a à faire en 10 ans, ça va être possible de réaliser tous ces grands projets? Moi, personnellement, j'ai dit que 10 ans n'est pas possible, compte tenu de l'expérience qu'on a. Mais on a fixé la barre de 2025.
Ce qu'il faut maintenant, c'est fixer des étapes, 5 années, voir quel bilan on peut faire et déjà tirer le bilan des états généraux, des conférences sociales, parce que maintenant les gens sont perdus. Ils disent que vous ne cessez de répéter, dire on va faire. Maintenant, il faut faire un premier bilan. Je demanderai aux personnes ressources qui viennent à ces ateliers de dire à peu près qu'est-ce qu'on a fait depuis 2008 à travers les états généraux et qu'est-ce qu'on peut se fixer comme priorité, surtout comme priorité. Après viendra les programmations, les moyens financiers et la demande d'un comité de pilotage. Surtout ce qui se passe à Mayotte, c'est que quoi? L'État n'accompagne pas les discussions avec les départements, avec les collectivités locales, les opérateurs économiques, les associations, les coopératives. Il faut qu'il y ait une cohérence en matière de politique public. Il faut qu'il y ait un système de gouvernance. C'est qu'on n'a pas jusqu'ici. Il faut de la gouvernance. Alors comment vont se dérouler ces ateliers? Jusqu'à quand? Et surtout, qui peut y participer? Alors tout le monde. Tout un chacun peut venir apporter sa contribution. Les ateliers sont ouverts jusqu'au 27 octobre. Date finale, 27 octobre. Quelle est la priorité aujourd'hui, Bonali Saïd? Alors la priorité spontanément c'est la formation, mais la priorité c'est surtout l'emploi. Merci beaucoup et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, donc puisqu'il y aura, on le rappelle, d'autres ateliers tout au long du mois. À chaque fois, on en parlera bien évidemment puisque tout le monde est invité à participer donc à ces ateliers. On en reparlera avec vous, bien évidemment. Merci beaucoup. Merci. Demain, journée mondiale d'action pour le travail décent. Bonne fête à Serge. Et puis, sachez que Vladimir Poutine est né en 7 octobre 1952. Il aurait dit cette fameuse phrase « Il vaut mieux ne pas se disputer avec les femmes ». Dans quelques instants, la météo suivie du temps de parole. Je vous retrouve demain pour un nouveau journal. N'oubliez pas, à 20h, Casport. Excellente soirée sur KTV Kwaheri.